fait un effort, que le pays fait un effort pour capter cette industrie. C'est un moment clé où la production, c'est disponible. Il faut attirer ces sociétés de s'installer ici. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas un problème de demande, c'est l'offre locale qu'il faudra organiser pour pouvoir jouir des opportunités existantes à l'extérieur actuellement? Oui, effectivement. On a par exemple le Code du travail. Bon, on est en train de moderniser le Code du travail, mais le Code du travail tel qu'il existe aujourd'hui, effectivement ne permet pas 2 quarts par jour. Il n'y a pas de travail de nuit. Et donc, on a un manque d'usines et on pourrait doubler le nombre d'emplois, la production, si seulement on pourrait faire un deuxième groupe d'employés la nuit. Hein? On pourrait en principe passer de 30 000 emplois à 60 000 emplois dans une période raisonnable, rapide pour cette augmentation, si on trouvait une formule pour permettre le travail de nuit à un taux acceptable. On a noté également une augmentation de près de 4%, 4,5% si ma mémoire ne fait pas défaut, sur le secteur hôtel, commerce et services. Est-ce que vous avez analysé ce secteur? C'est trop petit pour regarder, on n'a pas des chiffres. Il faut aussi dire que les chiffres sont indicatifs. On fait un bon travail au niveau de l'IHSI avec les outils qu'on a, mais on a besoin de moderniser là-bas aussi. Nous avons un programme d'assistance technique, de même que l'INSEE de la France, pour renforcer les statistiques de production. Il y aurait une sous-évaluation à cause de la capacité de l'IHSI pour collecter les données, pour avoir une réalité? Il est possible, mais c'est difficile à dire. On utilise une année de base qui est très ancienne, c'est 86, si je me rappelle. Et donc, dans leur base, par exemple, il n'y a pas de téléphonie mobile. C'est pas à l'intérieur. C'est une industrie qui a apparu depuis. Et donc, le poids de télécommunications dans le calcul... C'est sous-évalué alors? C'est sous-évalué. On peut avoir une bonne année de télécommunications, une mauvaise année de télécommunications, ça ne se montre pas. Donc, mais les travaux sont en cours pour l'année prochaine, probablement, avoir quelque chose amélioré, mais ça dépend du rythme de travail, les ressources qui sont mises à la disposition de l'IHSI. Donc vous êtes en train de nous dire que l'information est importante, il faut qu'on puisse avoir de bonnes informations pour qu'on puisse prendre de bonnes décisions et savoir ce qui se passe également. Sinon on peut sous-évaluer ou surévaluer parfois. On peut conduire une voiture si on ne peut pas voir par le pare-brise. Ouais. Si on ne sait pas où on est, on ne peut pas arriver à destination. La quantité d'essence qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Donc là, il faut faire un effort pour mettre à jour ces informations. Oui. Et pour terminer cette deuxième partie, on a noté un très bon comportement du secteur de la construction. Et je sais que le Fonds monétaire international avait transformé une dette pour le gouvernement, particulièrement pour les édifices publics. Est-ce que ça fait partie également de cette bonne croissance du secteur de la construction de plus de 7%? Malheureusement, comme beaucoup de chantiers avancent plus lentement qu'on aimerait voir, c'est une question... Je ne sais pas si c'est une question de capacité ou quoi, mais c'est clair qu'il y a trop de chantiers qui avancent lentement. Et la construction, il y a beaucoup de potentiel. J'espère que ça va rester un secteur qui va croître parce qu'il y a la demande. Avec tout ce qui s'est passé lors du séisme, il y a toujours des chantiers pour remplacer des bâtiments et finalement pour permettre la croissance de l'économie. Et donc, j'espère qu'on va voir une évolution dans ce secteur qui a de fortes potentialités. Il y a de fortes potentialités. Et donc, j'espère que ça se réalise. Et ça aussi, ça pourrait créer des emplois de manière importante. Voilà. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On va prendre la pause avant d'arriver à la troisième partie de l'émission avec Wayne Kamar, qui est le représentant du FMI en Haïti. Mais nous
nouveau billet d'Igout Banque Centrale pral mette dehors, li pas remplacer ancien. Tous les deux ka servi pour toute transaction. Même Jean ak billet d'Igout doit servir, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Focap Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français ou créole. Si vous passez mon tout, ou sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mot, l'op ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous vous souhaitons une nouvelle fois bonne année 2015. Nous sommes à l'heure des grands rendez-vous économiques. On rappelle que le 1er janvier, nous avons eu Mme Marie-Campbell Jean-Marie, le 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale, et maintenant, c'est M. Wayne Camara, qui est le représentant du FMI en Haïti, qui nous dit sa lecture de la situation mondiale et haïtienne pour l'année 14 et l'année 2015. Wayne Camara, on a beaucoup discuté de la situation économique d'Haïti. Une institution sœur, la Banque mondiale, vient de publier un rapport assez intéressant sur Haïti, particulièrement la situation de la pauvreté. Nous parlons de 6,3 millions de personnes pauvres en Haïti, 2,5 millions en situation d'extrême pauvreté, et nous n'arrivons pas à sortir ces gens de la pauvreté. Quelle est la formule pour réduire la pauvreté de façon durable? Est-ce que vous en réfléchissez au niveau du Fonds monétaire international, qui était beaucoup plus financier, maintenant qui se rapproche également de ce qui se passe au niveau des conditions de vie? Quelle lecture? Non, je pense, je dois noter plusieurs choses. Premièrement, c'est surtout les zones rurales où on a la pauvreté extrême. Le taux en zone métropolitaine, c'est 5%. Ça a réduit considérablement. Considérablement. Mais n'est-ce Et pas... beaucoup de progrès qui a été réalisé depuis 2002, c'est dans la zone métropolitaine. N'est-ce pas une incitation pour inviter ceux qui sont dans l'extrême pauvreté pour venir prendre une tranche du gâteau au niveau de la zone métropolitaine? N'est-ce pas dangereux? N'est-ce pas un déséquilibre? C'est quelque chose qui se voit dans beaucoup de pays. Parce que aussi, même s'ils n'arrivent pas, les gens qui arrivent dans la capitale, ils n'arrivent pas à trouver un emploi, ils ont l'espoir que les enfants, par la suite, vont pouvoir avoir une éducation, trouver quelque chose. Ce n'est pas un phénomène haïtien, c'est un phénomène urbain mondial. Oui, dans le contexte de l'urbanisation et le développement des pays pauvres. C'est toujours la même chose. Si les gens restent en zone rurale, il n'y a même pas l'espoir. C'est seulement dans les zones métropolitaines où
il y a l'espoir que quelqu'un va trouver un bon poste ou épouser quelqu'un d'une famille avec quelques moyens, ou par la suite, la famille va pouvoir émerger. Et c'est la stratégie qui est suivie par des familles dans beaucoup de pays dans cette situation. Mais on pourrait vous reprocher, et les économistes ou encore les planificateurs et même les décideurs politiques, que si vous investissez et vous mettez tout ce qu'il y a au niveau des villes, particulièrement dans la grande zone métropolitaine, et vous laissez les autres, pourquoi ne pas inverser pour dire faisons des investissements dans le secteur rural pour diminuer la pauvreté? Est-ce simpliste? Oui, mais en fait, ici, le programme d'investissement public fait beaucoup plus d'efforts que d'autres pays où j'ai regardé pour faire des investissements dans les zones rurales. Il y a presque partout, il y a un partage, mais le résultat, c'est que ce village a un marché, l'autre a un pont, il y a une partie de route qui est améliorée, mais ça ne se voit pas. Et donc, au niveau politique, souvent, les gens veulent voir avec leurs propres yeux les résultats des dépenses. Ils disent « Ah, l'argent est gaspillé ». Alors, ce n'est pas forcément le cas, c'est un peu dépensé partout. Et c'est là la tension, parce que quand c'est partout, tout le monde tire un petit bénéfice, mais ce n'est pas forcément suffisant pour pousser une nouvelle dynamique de croissance. Et pour ça qu'on a l'idée de créer des pôles de développement, tout ce qu'on préconise pour, par exemple, Mole-Saint-Nicolas, c'est pour faire quelque chose au nord-ouest qui pourrait être un pôle de développement. Et c'est l'idée pour un peu créer des alternatives à la capitale qui devient par la suite engorgée, embouchée et plein de gens avec très peu d'opportunités, mais qui ont acheté leur ticket de loto pour avoir un meilleur futur pour leurs enfants. En l'année 2000, Haïti s'est engagé avec plusieurs pays au niveau des Nations Unies pour réduire la pauvreté de moitié. Je parle des objectifs du millénaire pour le développement. Voilà 2015, 15 ans plus tard, on n'a pas pu avoir, même au niveau du taux de réduction d'extrême pauvreté, une réduction de plus de 15% qu'on devait s'attendre. Maintenant, on parle pour l'agenda post-2015. Qu'est-ce qu'Haïti, selon vous, devrait faire pour qu'en 2030, qu'on ne se retrouve pas avec 31% de personnes pauvres dans le secteur rural, et là on ne parlera pas de 10,6 millions d'habitants, on parlera de beaucoup plus. En valeur absolue, ce sera beaucoup plus élevé. Dans votre lecture, comment pourrait-on faire face aux 15 prochaines années pour qu'au moins qu'on diminue réellement le taux de pauvreté extrême en Haïti? Bon, il faut d'abord regarder le progrès déjà réalisé. Oui, le taux de pauvreté n'a pas baissé du niveau souhaité. Mais si on regarde le progrès réalisé dans beaucoup de domaines, et je prends l'éducation comme le premier exemple, ce pays a été connu comme un pays d'illettrés. Or, aujourd'hui, et encore une fois, on revient surtout à Port-au-Prince, mais ça s'applique aussi dans d'autres régions, le grand problème de circulation, ce sont les écoliers. Alors, les enfants vont à l'école aujourd'hui. Le taux de scolarisation, c'est très élevé. Autour de 90%. Oui. Et donc... En primaire, bien sûr. En primaire, mais avant, on n'avait pas cela. Ouais. Et ça, c'est un changement important qui va avoir ses effets par la suite. Et ce qui doit être renforcé, la qualité de l'éducation doit être renforcée. Et les 10% d'autres, parmi eux, ceux qu'on caractérise comme reste avec, il faut trouver des solutions à ce problème pour que tous les enfants aient leur opportunité d'avoir une éducation. Donc le problème de rester avec est un poids également, une contrainte dans la recherche de la croissance économique soutenue? Oui, mais ce sont des ressources humaines. Si on gaspille 10% de la jeunesse, c'est 10% qui ne vont pas par la suite pouvoir contribuer à la société. Et donc, ça, c'est un jeu. C'est un mal qu'il faudra vraiment curer dans ce pays. Oui. De façon morale, on peut discuter, mais de façon économique. C'est clair. Yeah. Et donc, ça, c'est l'éducation. La santé aussi.
la situation des gens s'est beaucoup améliorée. Et je reviens à une cause importante, c'est ces 2 milliards de dollars des Haïtiens de l'étranger. Plus, bien sûr, il y a eu un effort, certaines années plus que d'autres, de la communauté internationale et les efforts du programme d'investissement public et les programmes sociaux du gouvernement. Alors je dirais, dans un pays qui a combattu l'esclavage, c'est même pas l'aspect économique. Comment avoir toujours des gens en esclavage, parce que rester avec, c'est presque l'esclavage. Ça, c'est une parenthèse bien haïtienne. Ça, c'est question haïtien comme étranger, je souligne uniquement le côté Tout à fait. économique. Tout à fait. Maintenant, une autre variable que vous connaissez bien, le coefficient de Gini. Haïti est le champion dans l'inégalité. À savoir, c'est le pays le plus inégal dans la redistribution de la richesse. Je cite encore des chiffres du rapport de la Banque mondiale, institution sœur. 20% des personnes les plus riches contrôlent plus de 40% jusqu'à 60% de la richesse. Est-ce que ça pose problème également, cette variable, vous prenez ça en considération dans le cas de la lutte contre la pauvreté de façon durable? Et quel instrument financier, quel outil qu'on pourrait utiliser pour diminuer cet aspect d'inégalité dans le pays? Je pense, oui. D'abord, oui, ce niveau d'inégalité pourrait nuire à la croissance et à le développement. C'est clair. On voit des meilleurs résultats dans les pays où on a une distribution de richesse un peu plus égale. Ceci dit, l'essentiel, et je reviens à l'éducation, c'est la productivité des Haïtiens. Le changement est difficile. On veut que le pays soit un pays émergent d'ici 2030. Ça veut dire que les choses doivent changer de façon importante. Or, le changement, c'est toujours difficile. Et plus les gens n'ont pas de formation, plus c'est difficile de changer comment on fait les choses. Mais c'est ça le grand défi du leadership du pays, d'emmener la population avec eux dans une mentalité de changement, d'amélioration et de voir la productivité comme un des objectifs principaux de la vie économique. Y a-t-il une évolution au niveau du Fonds monétaire international? Voilà que je m'assieds avec un représentant du Fonds. On ne parle pas simplement de balance commerciale, on ne parle pas simplement de la balance des paiements, voilà qu'on pose des problèmes sociaux. Est-ce une évolution dans le temps? On vous disait que vous n'étiez pas sensible à ce genre de choses. Est-ce une évolution? C'est clair, il y a une évolution, mais c'est quelque chose de progressif qui date de fin des années 90 et notamment du directeur général Michel Condessus, qui faisait partie même de la commission, comment ça s'appelle, Paix et Égalité, je pense, du Vatican. Paix et Réconciliation, excusez-moi, je ne me rappelle plus la commission, mais ça, c'était son engagement de pousser le fonds dans cette direction. Et c'est quelque chose qui a été appuyé par les actionnaires du FMI, qui sont les pays du monde, qui sont les pays donateurs. Les pays qui mettent des centaines de millions de dollars pour le développement d'Haïti, ce sont nos actionnaires. Et nous en sommes responsifs. Donc, on travaille aussi dans ce sens en gardant en tête la stabilité économique et une des piliers de réduction de pauvreté et croissance et la création des emplois. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Comme a dit Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire, qui a aussi connu une grande crise, mais qui aujourd'hui a un taux de croissance de 7, 8, 9%. La croissance ne se décrète pas, disait-il. Et c'est vrai. C'est beaucoup plus difficile d'instaurer un rythme de croissance soutenu comme cela que de simplement contenir l'inflation et la dévaluation. Mais c'est le défi du XXIe siècle. Nous en sommes conscients. Et pas simplement la croissance, mais la croissance inclusive, ça veut dire avec la création des emplois. C'est clair, le développement passe par les familles qui ont un emploi régulier, des revenus prévisibles. Une fois que les familles
savent comment ils vont manger le mois prochain, ils commencent à raisonner d'une manière différente. Et là, ils peuvent mettre plus d'accent sur l'éducation et les autres choses qui amènent à un développement plus large. C'est un fonds monétaire avec un cœur beaucoup plus solide maintenant. Pour terminer, les perspectives, qu'est-ce que vous voyez comme taux de croissance pour l'exercice fiscal 14-15, taux de change, et qu'est-ce que vous avez comme déficit budgétaire qui va y avoir un changement dans vos modèles actuels? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Quel chiffre vous avez? Comme j'ai dit, on vient d'achever notre programme post-séisme et à ce moment, on avait une prévision dans le 3-4%, une continuation de ce qu'on a eu ces dernières années. Et il nous semble que ça reste possible. Et on est prêt, dès qu'il y a un nouveau gouvernement qui nous invite de venir mettre en place un nouveau programme avec l'Haïti pour continuer le travail. C'est clair que l'incertitude récente a nui à la croissance pour cette année, a mis peut-être un peu de pression sur le taux de change, mais j'espère bien que le progrès réalisé ces récents jours à résoudre les problèmes politiques et mettre en place un nouveau gouvernement pour aboutir, pour mettre ces réalisations en phase avec les prévisions. 3-4% de PIB pour l'inflation? Ben, ça dépend de l'évolution, mais a priori, il n'y a aucune raison de voir quelque chose plus élevé de ce qu'on a actuellement dans les 5-6%. Et taux de change? Ça, c'est une question politique. Vous avez déjà parlé au patron de la Banque centrale. Qui refuse généralement de s'avancer sur le taux de change, car il n'a pas un objectif de taux de change, comme il dit si bien. Mais je voulais voir chez vous qu'est-ce que vous avez en tête et avec la Banque centrale. Nous avons depuis des années toujours dit que le taux de change actuel est plus ou moins approprié. Okay. Les Haïtiens ont tendance à regarder le droit du virgule, le centime, qui, au niveau économique, n'ont pas d'importance majeure. Et je pense qu'on est dans une situation qui est soutenable. Winkamo, merci beaucoup. Bonne année 2015 sur le plan économique et sur le plan financier comme représentant du Fonds monétaire en Haïti. Merci beaucoup. Merci.